Alors, l'idée, c'est qu'on va démarrer par regarder qu'est-ce que ça veut dire un cluster confidentiel. On va voir qu'est-ce que ça veut dire déjà l'informatique confidentielle, qu'est-ce qu'on utilise derrière. Et après, comment est-ce qu'on utilise ça dans un cluster? Donc, comment est-ce qu'on va protéger chacun de nos moutons dans notre bergerie et qu'on va faire en sorte de créer donc un cluster, créer notre bergerie avec tous ces moutons-là. Après, la deuxième étape, c'est bien d'avoir utilisé des machines confidentielles, mais il faut pouvoir le prouver. Donc, il va falloir qu'on prouve qu'effectivement, on est bien en train de faire tourner nos machines en mode confidentiel. Et on va faire ça avec le principe de l'attestation à distance. On va voir comment ça fonctionne. Et enfin, une fois qu'on a prouvé qu'on a des machines qui tournent en mode confidentiel, eh ben on va automatiser tout ça et on va les passer à l'échelle avec un opérateur qu'on va déployer sur un environnement ici Kubernetes, qui va nous permettre de gérer tous ces éléments, toutes ces briques, et de passer à l'échelle, donc d'avoir une bergerie vraiment, plutôt que juste avoir quelques moutons qu'on va gérer manuellement. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire informatique confidentielle? L'idée, en anglais c'est confidential computing. L'idée derrière ça, c'est qu'on va essayer de faire tourner nos machines virtuelles, faire tourner nos systèmes dans des environnements qui garantissent certaines propriétés de confidentialité et de sécurité. Alors, l'informatique confidentielle, globalement, ce qu'on rajoute en plus, c'est le chiffrement de la mémoire vive. Très souvent, lorsque vous avez des machines, déjà, quelque chose qui est assez fréquemment déployé, c'est qu'on va pouvoir chiffrer les disques. Donc, on va pouvoir mettre du LUKS, par exemple, pour chiffrer le contenu des disques. Et dans la plupart de nos déploiements, heureusement, on chiffre aussi tout ce qui est au niveau du réseau, tout ce qui est transfert réseau, on fait du TLS, du HTTPS, pour chiffrer toutes les communications réseau. L'informatique confidentielle, elle rajoute encore une couche, elle va aller chiffrer donc, la mémoire vive de nos machines virtuelles sur les systèmes hôtes. Et on va faire ça avec des instructions dans les processeurs, des instructions spécifiques. Donc, soit c'est AMD, ça s'appelle SEV SNP, ou alors chez Intel, ça s'appelle TDX. Donc il faut des machines spécifiques qui ont ces instructions-là. Généralement, c'est des machines de type serveur qu'on va retrouver dans des data centers. On n'a pas souvent ça sur des laptops. Il faut vraiment une grosse machine. Et du coup, ce mécanisme-là, ça va nous permettre donc de chiffrer la mémoire vive de ces machines virtuelles et donc de les protéger, de protéger en intégrité chaque machine à la fois vis-à-vis du système hôte, que ce soit donc le fournisseur de cloud ou nos systèmes hôtes de machines virtuelles, et aussi des autres machines virtuelles. Donc ça nous permet de déployer des choses différentes dans ces machines virtuelles en ayant des bonnes garanties que si on a une machine qui est compromise, eh ben, elle ne va pas pouvoir aller regarder ce qui se passe sur la machine d'à côté. Alors, ici, pour l'attention, il faut faire attention au fait qu'on protège donc, chaque machine vis-à-vis des autres, mais on ne va pas protéger, par exemple, un attaquant. On ne va pas se protéger d'un attaquant qui aurait récupéré une vulnérabilité et qui serait passé route sur un système. Ça, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Là, on réfléchit, se protéger de l'autre, se protéger des autres machines virtuelles. Alors, tout ça, on peut le faire à la fois donc, sur du bare metal. Vous pouvez acheter vos propres serveurs ou louer vos propres serveurs. Ici, par exemple, chez OVH, ils ont une offre où vous pouvez louer des machines avec ces capacités dans les CPU. Ou sinon, il y a maintenant aussi progressivement de plus en plus de fournisseurs de cloud qui vous proposent de déployer directement des machines virtuelles en mode confidentiel. Voilà. Et bare metal, on peut faire ça avec KubeVirt. Alors, l'objectif, c'est qu'effectivement, une machine, c'est bien, mais on va vouloir avoir des clusters. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un cluster? On va déployer chaque machine donc, dans une machine virtuelle confidentielle. Et on va faire tourner donc, toutes ces machines ensemble dans un cluster pour avoir un cluster Kubernetes classique. Et une fois qu'on a déployé ça, c'est bien, mais va falloir le vérifier. Il va falloir vérifier qu'effectivement, ces machines-là, elles tournent bien en mode confidentiel et que ce n'est pas juste une case qu'on a cochée, mais au final, on n'est pas vraiment sûr que ce soit le cas. Et enfin, une fois qu'on a déployé notre cluster, vérifié ça, et il faut qu'on vérifie ça pour toutes nos machines. Donc, il va falloir qu'on automatise le processus et on va faire ça avec un opérateur Kubernetes. Alors, la première partie, du coup, c'est de regarder la question de l'attestation à distance. Comment est-ce qu'on va pouvoir regarder, vérifier à distance qu'on a bien déployé une machine dans un environnement confidentiel? C'est ce processus-là. Donc, l'idée de l'attestation, les fondamentaux de l'attestation à distance, c'est de dire qu'on va faire des mesures lors du démarrage de la machine virtuelle. On va faire des mesures, des composants, des briques en fait, qui vont démarrer notre système. Et on fait ça à l'aide d'un composant qui s'appelle le TPM, qui est soit un composant physique, carrément, ou alors éventuellement un composant virtuel, souvent qui est émulé. Le TPM, donc Trusted Platform Module en anglais, c'est
cette petite brique-là qui va mesurer toutes les étapes du démarrage et tous les éléments, tous les logiciels en fait, qu'on va utiliser pour démarrer notre système. Une fois qu'on a fait cette mesure, on va avoir besoin d'un serveur de l'autre côté, puisqu'on veut faire l'attestation donc à distance, et donc il va falloir qu'on vérifie donc à distance qu'on a les bonnes mesures, et pour pouvoir vérifier qu'on a les bonnes mesures, on va avoir un certain nombre de valeurs de référence. On va comparer les mesures qui ont été faites par notre serveur à cet ensemble de valeurs de référence. Alors, pour le serveur, ici, on va utiliser un projet qui s'appelle Trusty. C'est un projet qui est dans le cadre des Confidential Containers et qui fait office de serveur d'attestation à distance. Enfin, on a donc des valeurs de référence, on a des valeurs qui ont été mesurées, et au final, on a besoin d'une politique pour pouvoir faire le match entre ces deux éléments-là, pour pouvoir regarder, OK, qu'est-ce qu'on veut valider, pour pouvoir dire au serveur quels éléments on va valider sur notre système. Et l'idée de tout ça, à la fin, c'est qu'on va récupérer un secret. Donc, une fois qu'on aura vérifié que notre machine, elle est bien attestée, elle est bien en train de tourner dans un environnement confidentiel, on va lui donner de l'information. On va lui donner de l'information ici, du coup, des informations secrètes. Alors, comment ça marche? Donc, le flux, l'idée, c'est qu'on démarre donc, de notre machine à gauche, qui va envoyer une requête d'attestation. Elle va envoyer en fait l'ensemble des mesures qu'elle a effectuées, et elle va signer ces mesures-là avec une clé, avec la clé du coup qui est liée au matériel, et elle va l'envoyer donc au serveur d'attestation. Le serveur d'attestation, il va regarder, il va vérifier que la signature est correcte, et après il va regarder dans sa politique si les valeurs du coup qu'il a récupérées des mesures qu'on a correspondent bien à ce qu'on a dans nos valeurs de référence. Donc si on a bien démarré la bonne version du système qu'on souhaite avec le bon noyau et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, le serveur d'attestation va donner un rapport. C'est une sorte de cookie en fait qu'il va rendre au client, au serveur, pour lui dire OK, maintenant c'est bon, on a confiance, c'est bien en train de tourner en mode confidentiel. Donc voilà ton cookie. Et donc le serveur va pouvoir aller de nouveau demander au serveur d'attestation voilà mon cookie. Maintenant je voudrais avoir des valeurs secrètes. Je voudrais avoir de l'information que je veux pouvoir utiliser. Et donc là, à nouveau, on a une seconde politique de sécurité où le serveur va pouvoir regarder, OK, pour tel serveur, j'ai telle et telle valeur qui sont autorisées, ou alors j'ai le droit de donner tel et tel secret, et donc c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Et voilà, donc notre serveur d'attestation, il regarde sa base de données de secret, il vérifie que l'accès est bon, et il donne le secret à la machine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme secret en fait ici intéressant? Quand on intègre tout ça dans un cluster, en fait, l'idée c'est qu'on va se servir de tout ça pour chiffrer les disques de nos machines, en fait, pour associer, en fait, on va utiliser ce secret pour chiffrer les disques de nos machines. Donc, l'idée c'est que on fait du chiffrement avec Lux, ça c'est une technologie classique pour chiffrer les disques, mais au lieu d'utiliser ça, par exemple, de binder ça au TPM en local ou d'utiliser un mot de passe ou différents éléments, on va l'utiliser en fait nos processus d'attestation pour récupérer le secret qui va nous permettre de déchiffrer les disques. Ça va nous permettre de garantir que seuls les disques, du coup seules les machines qui sont vraiment confidentielles vont pouvoir déchiffrer leurs propres disques. Donc toute cette mise en place, elle est faite au premier démarrage. C'est fait en fait donc dans l'InitramFS au tout début de l'initialisation du système. On démarre donc notre processus d'attestation. On a un client du Trusty, du serveur Trusty, ce client-là qui du coup, fait le processus d'attestation à distance, récupère le secret Lux, déchiffre le disque, enfin au départ met en place le chiffrement, puis après déchiffre le disque lors des démarrages suivants. Et tout ça, c'est coordonné avec une petite brique qui s'appelle Clevis dans l'InitramFS. Et coordonné par Clevis et par Ignition. Ignition, c'est les processus donc, sur le système qui tournent au début du démarrage. C'est un outil de provisionnement qui permet de configurer automatiquement nos machines lors du premier démarrage. Voilà pour toutes ces briques. Maintenant, une fois qu'on a vu un nœud, il va falloir qu'on aille regarder à l'échelle qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour automatiser tout ça avec un opérateur. Et c'est Alice qui va nous en parler. Ok, donc maintenant on va voir comment on peut faire l'automatisation grâce à l'aide d'un opérateur Kubernetes. Donc, qu'est-ce que c'est le rôle de cet opérateur? Tout d'abord, il doit déployer l'infrastructure de sécurité, donc le serveur d'attestation ou le Trusty. Il gère aussi les politiques de sécurité, il s'occupe de l'automation des calculs des valeurs de référence et il doit aussi gérer l'approbation des systèmes, des images qui sont approuvées dans le cluster.
Donc, quand on démarre une machine, ils sont tous créés par la même image du système. Donc, au niveau cryptographique, toutes ces machines, ils ont les mêmes registres PCR. Vous pouvez penser un peu le registre PCR comme l'identité de la machine. Donc, au premier démarrage, toutes les machines, ils ont la même identité. Ça, c'est un problème parce qu'on veut pouvoir différencier chaque machine afin d'y assigner un secret unique. C'est ici que rentre en jeu un identifiant qu'on appelle le UID. Et donc, un des composants que Timothée a mentionné tout à l'heure, il va étendre le registre PCR8 dans ce cas, afin de pouvoir avoir un groupe de registres PCR différents par chaque machine. Donc, en effet, les machines à droite, ils ont été différenciés par les machines de départ parce qu'on a étendu le PCR8. Donc, si on reprend les politiques qu'on a vues tout à l'heure, dans ce cas-là, la politique de sécurité d'attestation, on peut voir le rôle du identifiant, le UID. Donc, on a les registres PCR 4, 7 et 14 qui sont les mêmes pour toutes les machines, et le PCR 8, c'est différent par chaque machine. Si on prend la politique de sécurité des ressources, le UID il doit être inclus dans les init data. Comme ça, on peut livrer le secret à sa machine dédiée. Par exemple, on ne veut pas dérouiller le secret de la machine B à la machine A. Donc, il faut qu'on fasse cette match dans la politique des ressources avant de livrer le secret. Ok, maintenant on va voir le déroulement complet d'une chaîne de démarrage, d'une première chaîne de démarrage. Donc les composants de gauche, c'est les composants qui font partie de la machine elle-même. Donc on a ignition, le trusted pin et l'attesteur. Sur la droite, on a les composants remote qui sont gérés par l'opérateur. Donc tout commence par la machine elle-même avec ignition. Ignition doit obtenir ses configurations. Il les reçoit par un serveur qu'on appelle serveur d'enregistrement. On utilise ce moment dans le temps pour créer une représentation de la machine au niveau Kubernetes. Ça, c'est la machine CRD, donc avec un Custom Remote Source Definition. Après, l'opérateur doit configurer les politiques de ressources avec le UID, configurer les valeurs de référence avec le registre PCR et le UID, et générer le secret qui après verra utilisé pour chiffrer le disque dur. Donc, une fois qu'Ignition reçoit les configurations du Clavis PIN et le UID, il peut enfin démarrer l'attestation. Et ça, on va voir dans le prochain slide. Donc, comme on a déjà dit, Ignition appelle le Trusted Clavis PIN qui doit étendre le registre 8 afin de pouvoir avoir différents registres pour chaque machine. Puis il va essayer l'attestation que Timothée a expliqué tout à l'heure. Donc, entre autres, il va envoyer les contenus des registres PCR. Si l'attestation est positive, le trustee, alors il va retourner une clé avec laquelle Ignition et le Clavis PIN, il peut chiffrer le disque dur. Donc, une autre tâche de l'opérateur, c'est le calcul des valeurs de référence. Comment on fait ça? Il faut qu'il soit un processus automatisé. Et ça, c'est basé par rapport à l'image qu'on veut déployer sur notre système. On utilise une technologie qui s'appelle les containers bootables, ou bootable container, ou plutôt en bref, BOOTC. Pour ceux d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est les containers bootables, vous pouvez un peu penser de faire votre build à partir des images OCI. Donc, vous avez entre autres votre container file avec vos images de base, des applications, et puis il y a un processus de transformation qui la rend bootable, par exemple en incluant le kernel. Cette technologie facilite beaucoup les calculs de valeurs de référence pour un système opératif.
surtout parce qu'on a une seule image et un format unique. Vous pouvez penser autrement qu'on devrait supporter les différents formats des différents cloud providers autrement. Donc, si vous êtes un administrateur de cluster, vous pouvez définir quelle image elle est approuvée dans votre système grâce à un CRD qu'on appelle le Approved Image. Vous pouvez voir un exemple sur la gauche et qui fait tout simplement référence à une image d'un container. Donc, soit vous pouvez définir ces objets manuellement, soit il peut y avoir des autres opérateurs qui prennent un pool des images. Mais enfin, quand cette CRD est définie dans le cluster, notre opérateur il va démarrer le calcul des valeurs de référence. Donc, soit il les calcule directement à partir de l'image, soit si l'image a un label avec les registres PCR qui ont été déjà préalablement calculés, l'opérateur lit tout simplement les valeurs du metadata. Enfin, ces données sont stockées dans une config map qui après est donnée au serveur d'attestation ou le trustee. Donc maintenant, on va voir une petite démo. J'espère que c'est bien visible. OK, pour définir une machine confidentielle, on utilise KubeVirt. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec KubeVirt, c'est une framework Kubernetes qui aide à créer des machines virtuelles sur un cluster Kubernetes. Donc ici, on peut voir une définition d'une machine virtuelle. Et la partie importante, c'est le modèle de la CPU et le launch security avec la technologie SCB et SMP. Donc, quand on va démarrer cette machine, la machine va avoir la mémoire confidentielle et encryptée. Donc, on peut commencer à définir cette machine. Si j'arrive à... Oui, c'est bon. Alors, pour les machines KubeVirt, ils sont déployés dans des pods. Donc ici, on va voir tout d'abord le déploiement d'un pod et d'une machine virtuelle. Donc le premier pod, c'est où la machine va être lancée. Donc, pendant l'initialisation, on peut regarder sur la gauche les composants de notre opérateur. Donc, l'opérateur, il a différents composants. Donc, le serveur d'attestation, le serveur de registration, l'opérateur lui-même et le trustee. OK, une fois que la machine virtuelle a été définie sur la droite, on peut essayer de regarder le processus de démarrage avec la Serial Console. Le processus d'attestation, il est lancé pendant le chiffrage du disque. Donc, on va voir à un certain moment que le trustee va être redéployé à cause d'un nouvel secret. Donc, je vais juste accélérer un petit peu la phase de démarrage. OK. En ce moment-là, vous pouvez voir qu'il y a la création du disque. Et sur la gauche, on peut voir ici le processus d'attestation. La partie intéressante, c'est la dernière. C'est pas encore... C'est la dernière partie ici où il va être pris le secret. Ça, c'est la livraison du secret après une attestation positive. Donc, sur la droite, la machine peut recevoir le secret qu'il a reçu de l'attestation et il peut chiffrer le disque. Donc, maintenant, il va continuer le démarrage. On peut accélérer ça. OK, donc on a réussi à
a lancé une machine Fedora CoreOS. Donc, on peut voir, par exemple, qu'ici, de messages de kernel, que ça s'agit bien d'une machine confidentielle avec AMD SMP. Cet nœud particulier a aussi un cluster Kubernetes déjà fonctionnel. Et si on regarde le disque dur, il a été encrypté avec LAX. OK, donc ça c'est le résultat de l'attestation. Le LAX a été encrypté avec la clé qu'on a reçue par l'attestation. Je vais vous montrer rapidement les politiques de sécurité. Donc les politiques de sécurité sont incluses dans le config map. D'abord, l'attestation policy, la politique de sécurité d'attestation. Ici, pour simplifier, on peut voir qu'on contrôle les registres PCR 4 pour différents runtimes. Dans nos cas, on a 2 runtimes, on a le TPM et on est sur AMD SMP. Donc, les 2 blocs sont celles qui ont été validés par la politique de sécurité. Et la deuxième config map que je vais vous montrer inclut 2 choses. La politique de sécurité des ressources qui gère quand le secret est bien livré. Donc ici, c'est juste une configuration. OK, la politique des ressources, c'est celui-là. Vous pouvez voir aussi ici 2 blocs. Nous, on se retrouve dans le deuxième parce qu'on a 2 runtimes. On utilise le TPM et on est bien sur AMD SMP. Donc, ce bloc-là contrôle que le token qu'on a parlé et livré à l'attestation est positif. Et il s'agit bien d'un runtime TMP et SMP. Donc, la dernière partie, c'est les valeurs de référence qu'on a calculées par rapport à l'image. Dans ce cas-là, on a les registres PCR 14, 4 et 7. Nous, on a tout simplement utilisé le registre 4 pour simplifier la démo. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Jetons-nous maintenant un coup d'œil au futur. Premièrement, on veut pouvoir intégrer la représentation de nos machines avec le Cluster API. Cluster API, c'est une framework Kubernetes qui crée des clusters. Ils ont aussi leur représentation des machines. Donc, si on peut coupler notre représentation avec la leur, ça peut donner une meilleure gestion des machines. Par exemple, quand une machine CAPI est éliminée, on peut éliminer aussi notre représentation. Deuxièmement, la configuration d'Ignition aujourd'hui n'est pas protégée. Donc, si vous avez accès au endpoint, vous pouvez tout simplement lire les configurations de la machine. Et on va pouvoir protéger ça avec une double attestation. Donc, la machine, avant de pouvoir récupérer ses configurations, il doit déjà avoir passé une première attestation. Et enfin, on doit un peu résoudre le problème de l'œuf et de la poule. Donc, on doit pouvoir faire le bootstrap du cluster, donc faire l'attestation du premier nœud. Et ça, c'est possible seulement grâce à déjà un cluster existant et qui a déjà notre opérateur déployé. Donc, s'il y a bien quelque chose de retenir dans cette présentation, c'est le rôle fondamental de l'opérateur. Il gère toute la complexité des calculs des valeurs de référence et des politiques de sécurité. Il déploie l'infrastructure de confiance ou le trustee. Il coordonne le démarrage des machines confidentielles. Donc, il est responsable de la vision globale du cluster. Et il assure aussi l'état de vos nœuds et que la bergerie reste bien en sécurité. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez écrire à moi par mail ou à Timothée par Mastodon. N'oubliez pas de laisser des feedbacks. Et maintenant, c'est le Q&A. Bien, merci beaucoup.
Merci à Alice et Timothée.